Au printemps 1987, un officier français de liaison était affecté à l'état-major d'un corps d'armée allemand pour un exercice conjoint de l'OTAN sur le Rhin. Son rôle était d'observer, de coordonner, de transmettre. Il avait servi en Allemagne depuis 3 ans. Il pensait connaître la Bundeswehr. Ce matin-là, il ne connaissait pas le Lux. La manœuvre avait commencé à l'aube. Des unités allemandes se déplaçaient vers l'est, vers un cours d'eau que les planificateurs avaient désigné comme obstacle tactique. L'officier français regardait depuis une position surélevée. Il attendait les pontonniers, les engins de franchissement, la procédure habituelle qui prenait des heures. Ce qu'il vit à la place fut différent. Un véhicule à 8 roues quitta la berge sans ralentir. Pas de préparation, pas d'équipement supplémentaire. La machine entra dans l'eau, continua à avancer, traversa le courant et remonta sur l'autre rive en moins de 4 minutes. Puis un deuxième, puis un troisième. L'officier se tourna vers son homologue allemand et posa la question la plus simple qu'il pouvait formuler. Qu'est-ce que c'est ? Le Lux, Spähpanzer Lux, véhicule de reconnaissance blindé à roues, propulsion hydrojet, opérationnel depuis le début des années 70. Combien en avez-vous ? 138. L'officier français resta silencieux un moment, puis il posa la deuxième question, celle dont il connaissait déjà la réponse. Est-ce que nous avons quelque chose d'équivalent ? Son homologue allemand ne répondit pas tout de suite. Il n'avait pas besoin de répondre. La question contenait sa propre réponse. Non, la France n'avait rien d'équivalent. La MX-10 RC était un véhicule de reconnaissance à roues, armé d'un canon de 105 mm, rapide, efficace pour ce qu'il faisait. Mais il ne nageait pas. Personne dans l'armée française n'avait formulé cette exigence, parce que personne n'avait pensé que l'armée française combattrait un jour dans des conditions où traverser une rivière sans pont serait une question de vie ou de mort. La Bundeswehr, elle, y avait pensé. Depuis le premier jour. Fait marquant, le Lux était le seul véhicule de reconnaissance à roues de toute l'OTAN équipé d'une propulsion hydrojet. Ni la France, ni la Grande-Bretagne, ni les États-Unis n'avaient construit quoi que ce soit de comparable. Une alliance de 16 nations et une seule avait résolu ce problème. Quand les Alliés avaient demandé les documents techniques, la Bundeswehr avait classifié une partie des données. La doctrine de reconnaissance allemande était trop spécifique pour être partagée, même avec des partenaires. Ce que l'officier français ne savait pas ce matin-là, ce que personne ne lui avait dit, c'est que le Lux opérait sur ses flancs depuis des années. Les accords secrets Ayeret-Lemnitzer de 1967 définissaient comment les corps d'armée français s'intégreraient à la défense de la République fédérale en cas de guerre. Mais les détails de la doctrine de reconnaissance allemande ne circulaient pas librement entre alliés. La France avait quitté la structure de commandement intégré de l'OTAN en 1966. Elle coopérait, mais elle ne recevait pas tout. Un soldat français défendait donc un flanc sans savoir exactement ce que faisait la machine sur le secteur voisin. Ce n'était pas un secret hostile. C'était le résultat d'une architecture d'alliance construite sur des compromis politiques plutôt que sur une transparence militaire complète. Et cette architecture avait une conséquence pratique. Quand l'Allemagne prendrait une décision sur le Lux, la France ne serait pas consultée. Elle observerait. Elle ne dirait rien. Parce que, officiellement, ce n'était pas son affaire. Ce moment viendrait, mais pas encore. En 1987, le Lux était au sommet de ses capacités. Les bataillons de reconnaissance de la Bundeswehr avaient développé autour de lui une doctrine d'autonomie que nulle autre armée de l'OTAN ne pratiquait à cette échelle. De petites équipes, loin en avant, sans liaison avec la ligne principale pendant des jours, traversant les cours d'eau sans pont, disparaissant dans des terrains impraticables pour des véhicules plus lourds. Cette doctrine n'était pas sortie d'un manuel. Elle avait grandi à partir de la machine elle-même, parce que le Lux permettait certaines choses que rien d'autre ne permettait. L'officier français rentra à son poste ce soir-là avec une note dans son carnet. 3 lignes. Le nom du véhicule, le nombre d'unités et une question sans réponse. Pourquoi personne ne nous en avait parlé ? La réponse à cette question ne se trouvait pas dans les manuels tactiques. Elle se trouvait dans l'histoire de 2 armées qui défendaient le même territoire avec 2 philosophies différentes de la guerre et qui n'avaient jamais vraiment comparé leurs réponses à la même question fondamentale. Comment voit-on ce qu'il y a de l'autre côté d'une rivière quand la rivière est sous le feu ? La Bundeswehr avait une machine pour ça. L'armée française avait une doctrine pour contourner la question. Et pendant les années qui suivirent, personne, dans aucun des 2 états-majors, ne demanda à voix haute ce qui se passerait si cette machine disparaissait. Ce qui allait se passer ensuite ne commença pas par un ordre. Cela commença par la fin d'un monde.
et par la conclusion que certaines questions n'avaient plus besoin de réponse. À l'automne 1991, un Hauptfeldwebel vida son casier dans une caserne de Bergen-Ohn. 12 ans sur le Luchs. Il connaissait chaque bruit du moteur, chaque réaction de la machine dans l'eau, chaque limite et chaque capacité. Ce matin-là, il était muté dans une autre unité. Le Luchs qu'il avait conduit pendant 12 ans était toujours là, parfaitement opérationnel, dans le hangar. Mais il n'avait plus d'avenir clairement défini. Pas de cérémonie, pas de discours. Un homme, un casier et une machine que personne n'avait déclarée inutile, mais que personne ne réclamait plus avec urgence. À la même période, à Paris, l'état-major de l'armée de terre révisait ses priorités. Le rideau de fer avait disparu. L'Union soviétique se disloquait. Les exercices sur le Rhin qui avaient rythmé 2 décennies de planification opérationnelle n'avaient plus la même signification. La menace qui avait justifié chaque décision d'équipement depuis 1955 s'était évaporée en quelques mois. 2 armées, un même constat, et 2 décisions qui allaient dans le même sens, mais avec des conséquences très différentes. En Allemagne, la Bundeswehr commença à réduire silencieusement ses effectifs en Luchs, pas par un ordre unique, par une série de missions, contrats de maintenance non renouvelés, commandes de pièces détachées réduites, capacités de formation réorientées. Le savoir institutionnel accumulé autour de la machine commença à se disperser, non pas par décision, mais par négligence progressive. En France, l'armée de terre réduisit ses AMX-10 RC et retira l'ERC 90 Saguet du service sans programme de remplacement immédiat. 2 véhicules de reconnaissance à roues, 2 capacités réduites, une même logique. La guerre froide était terminée, l'Europe n'était plus un champ de bataille. Les rivières n'étaient plus des obstacles tactiques pertinents. La différence entre les 2 pays tenait à une seule chose. La France n'avait jamais eu de machine qui nageait. Elle réduisait une capacité ordinaire. L'Allemagne détruisait une capacité unique, la seule de son genre dans toute l'Alliance. Et cette distinction, en 1991, n'intéressait personne. Fait marquant, quand la Bundeswehr commença à réduire son parc de Luchs, aucun allié ne demanda à récupérer les véhicules excédentaires, ni les Français, ni les Britanniques, ni les Néerlandais. Une machine sans équivalent dans toute l'OTAN ne trouva pas un seul acheteur, parce que l'ensemble de l'Alliance avait pris la même décision au même moment. La guerre froide était finie. Une machine amphibie à roues répondait à une question que personne ne posait plus. Dans les unités françaises qui avaient exercé aux côtés de la Bundeswehr, certains officiers savaient ce qui se passait. Ils voyaient les effectifs allemands diminuer lors des exercices conjoints. Ils posaient des questions informelles. Leurs homologues allemands répondaient avec la formule qui allait devenir familière dans tous les états-majors occidentaux. La situation stratégique a changé, les priorités ont évolué, les ressources doivent aller ailleurs. Ces officiers français n'avaient pas de canal officiel pour intervenir. La France n'était pas dans la structure de commandement intégrée de l'OTAN. Les décisions allemandes sur leurs propres équipements n'étaient pas soumises à consultation alliée. Ce que la Bundeswehr choisissait de garder ou de détruire, regardait la Bundeswehr. Ce silence institutionnel avait une logique parfaite. Il avait aussi un coût parfaitement invisible. Puis vint l'Afghanistan. À l'automne 2001, les premières troupes allemandes atterrissaient à Kaboul. Les premières unités françaises suivirent peu après dans le cadre de la Force internationale d'assistance à la sécurité. 2 armées, un même théâtre, une même réalité. L'Afghanistan n'avait pas de Rhin, pas de Weser, pas d'Elbe. Les rivières qui avaient structuré toute la planification opérationnelle de l'OTAN pendant 40 ans n'existaient pas dans les vallées de l'Hindoukouche sous la forme que les planificateurs avaient anticipée. Ce qui existait, la poussière, la chaleur, les engins explosifs improvisés, les menaces asymétriques, les populations civiles, les opérations de stabilisation. Ce qu'il fallait, des véhicules protégés, légers, transportables par air, adaptés à un environnement sans front défini. Le Luchs n'était rien de tout ça. Le Fennec, le véhicule allemand développé en coopération avec les Pays-Bas pour remplacer le Luchs, correspondait mieux à cette nouvelle réalité. Plus léger, numérisé, mieux adapté aux opérations expéditionnaires. Il ne nageait pas. Mais en Afghanistan, personne ne nageait. L'AMX-10 RC français était déployé dans des conditions pour lesquelles il n'avait pas été conçu. Il fonctionnait. Il était robuste. Mais la question de la traversée de rivières sans pont ne se posait pas, et donc personne ne la posait. Dans les 2 armées,
une génération entière d'officiers se forma sur des théâtres où les obstacles hydrauliques n'existaient pas comme problème tactique central. Les hommes qui avaient su traverser le Rhin en 4 minutes disparurent progressivement des rangs actifs. Leur savoir ne fut pas transmis parce qu'aucune machine ne permettait plus de le pratiquer. Ce n'était pas une décision, c'était un oubli collectif, lent, régulier, sans moment précis où quelqu'un aurait pu dire « c'est là que nous avons perdu quelque chose d'irremplaçable ». En 2003, le dernier Luchs opérationnel quitta le service actif de la Bundeswehr. 96 véhicules encore en état de marche en 2001, 2 ans plus tard. Pas de guerre, pas d'ennemis, pas d'urgence. Seulement des listes, des signatures et des engins de découpe. Aucun communiqué de presse, aucune réaction officielle de l'OTAN, aucune note française dans les archives consultables suggérant qu'un état-major à Paris avait considéré cette disparition comme un problème stratégique. La machine qui avait traversé le Rhin sous les yeux de l'officier français en 1987 n'existait plus, et le monde dans lequel elle avait été construite semblait si lointain que personne ne pensait à calculer ce que coûterait son absence. Personne, jusqu'au moment où une guerre en Europe posa exactement cette question. Pas dans 20 ans, pas progressivement. Un matin de février, d'un seul coup, au printemps 2004, le premier Fennec roula dans la cour d'une caserne d'un bataillon de reconnaissance de la Bundeswehr. La remise était formelle, sans marquage particulier dans le calendrier de l'unité. Les hommes firent le tour du véhicule. Un Feldwebel qui avait servi 8 ans sur le Luchs ouvrit une trappe, la referma, ne dit rien. 3 semaines plus tard, il rédigea un rapport d'expérience que son commandant transmit à l'échelon supérieur. Le Fennec est bon pour ce qu'il fait, mais ce qu'il ne fait pas n'est écrit nulle part. Cette phrase était plus précise que tous les rapports d'évaluation qui suivirent. Le Fennec était effectivement bon, plus léger que le Luchs, numérisé, mieux adapté à la maintenance, équipé d'une optique moderne pour l'observation à grande distance. Dans le contexte afghan, poussière, chaleur, pas de front défini, pas de rivières à franchir sous le feu, c'était le bon véhicule pour les missions assignées. Il fonctionnait, les équipages lui faisaient confiance, mais il ne nageait pas. Il ne pouvait pas opérer 72 heures sans ravitaillement. Il ne roulait pas en marche arrière à pleine vitesse, et aucune de ces lacunes n'apparaissait comme un problème, tant que personne ne demandait si elles en étaient une. À Paris, au même moment, l'armée de terre continuait de déployer ses AMX-10 RC en Afghanistan et sur d'autres théâtres d'opérations extérieures. La machine française avait ses propres limites. Elle non plus ne nageait pas. Elle non plus ne pouvait pas opérer de manière totalement autonome pendant des jours. Mais ces limites n'étaient pas perçues comme des manques. Elles étaient perçues comme les caractéristiques normales d'un véhicule de reconnaissance conçu pour un environnement spécifique. Ce qui se passait dans les deux armées simultanément était le même phénomène, mais personne ne le formulait ainsi. Une doctrine se construit autour des capacités d'une machine. Quand la machine change, la doctrine change. Non pas par décision, mais par adaptation progressive. Les hommes font ce que leur véhicule leur permet de faire. Ils cessent de faire ce qu'il ne permet pas. Après plusieurs cycles d'entraînement, après plusieurs générations d'équipage, le savoir de ce qu'on ne fait plus disparaît, non pas des manuels, mais des têtes. En Allemagne, la capacité de franchir une rivière sans pont disparut ainsi des unités de reconnaissance. En France, elle n'avait jamais vraiment existé à grande échelle, mais la conscience de son absence disparut aussi, parce que personne ne la formulait plus comme une exigence. Fait marquant, une évaluation interne de la Bundeswehr établit à cette période que le Fennec couvrait une partie significative des missions précédemment assignées au Luchs, mais que les missions restantes, notamment toute opération nécessitant un franchissement de cours d'eau, étaient classées dans la catégorie « à résoudre par d'autres moyens ». Quels autres moyens ? Aucun document de suivi ne le précisait. La lacune fut consignée, puis classée, puis oubliée. En août 2008, la Russie attaqua la Géorgie. 5 jours. Des brigades blindées, de l'artillerie, des frappes aériennes. Des ponts furent détruits, des rivières devinrent des obstacles tactiques. Des analystes militaires occidentaux rédigèrent des rapports décrivant ce qui se passe quand des unités lourdes sont engagées sans reconnaissance suffisante dans un terrain traversé de cours d'eau. Ces rapports furent lus, à Berlin, à Paris. Dans les deux capitales, la conclusion fut sensiblement la même. La guerre russo-géorgienne était un événement régional limité, une rechute dans des schémas que l'Europe avait dépassés. La doctrine restait celle de l'Afghanistan. Les priorités restaient expéditionnaires.
Les questions sur les rivières restaient des questions d'une autre époque. Un officier français qui participa à l'analyse de ce conflit écrivit dans une note interne qui ne fut jamais rendue publique : « Nous avons tiré les bonnes conclusions. Nous ne les avons pas appliquées. » Cette distinction entre comprendre et agir allait se répéter. Puis vint la Crimée. En février 2014, la Russie prit le contrôle de la péninsule ukrainienne en quelques jours. L'opération était rapide, précise, méthodologiquement nouvelle pour les états-majors occidentaux. Pas de front, pas de déclaration de guerre, de petites unités mobiles sans insigne, occupant des points clés avant que quiconque puisse réagir. Une reconnaissance capable de rendre cette opération visible dès le début aurait dû opérer de manière autonome, loin en avant, pendant des jours, en franchissant des obstacles hydrauliques. La Bundeswehr n'avait plus de véhicules pour ça, l'armée française non plus, mais elle n'en avait jamais eu. La différence était subtile et décisive. L'Allemagne avait perdu une capacité qu'elle possédait. La France n'avait jamais possédé cette capacité et ne l'avait jamais formulée comme une exigence. Les deux pays arrivaient au même point, mais par des chemins différents, avec des degrés de conscience différents de ce qui manquait. Ce qui suivit fut une nouvelle série de rapports, d'analyses, de recommandations. L'OTAN réévalua son flanc Est. L'Allemagne discuta sérieusement pour la première fois depuis des années du retour à la défense territoriale comme mission principale. La France engagea une réflexion sur ses capacités de haute intensité. Dans ces discussions, la question du franchissement de rivières sous le feu réapparut, timidement, prudemment, sans urgence réelle. En Allemagne, un programme d'études de solutions de remplacement pour les missions que le Fennec ne couvrait pas fut ouvert dans un bureau d'acquisition à Coblence. Pas de calendrier fixe, pas de budget, un nom et un dossier. En France, le programme EBRC, engin blindé de reconnaissance et de combat, commençait à prendre forme. Le futur Jaguar serait moderne, numérisé, adapté aux conflits de haute intensité. Rapide, bien armé, bien protégé. Il ne nagerait pas. Cette décision ne fit pas l'objet d'un débat public. Elle résultait des mêmes priorités qui avaient guidé tous les choix précédents. Un véhicule de reconnaissance moderne n'a pas besoin de nager si la doctrine prévoit d'autres moyens pour franchir les obstacles hydrauliques. Lesquels, la question restait ouverte, comme elle l'avait toujours été. Dans une caserne de Basse-Saxe, un bataillon de reconnaissance de la Bundeswehr s'entraînait avec le Fennec. Le parcours d'entraînement traversait un terrain sillonné de cours d'eau. Au bord du premier obstacle, la route s'arrêtait. Ce qui se trouvait de l'autre côté restait non reconnu. Non pas parce que personne ne voulait regarder, mais parce que le véhicule ne pouvait pas y aller. Le chef d'exercice nota cela comme une contrainte tactique, pas comme un héritage, pas comme la conséquence d'une décision prise 20 ans plus tôt dans un bureau de bonne. Une contrainte tactique, quelque chose qu'on connaît, qu'on planifie, qu'on contourne. Puis le 24 février 2022 arriva, et contourner n'était plus une option. Le 24 février 2022 à 4 heures du matin, des colonnes blindées russes franchirent la frontière ukrainienne sur plusieurs axes simultanément. Ce que Moscou avait planifié comme une opération de quelques jours se heurta dans les premières heures à quelque chose qu'aucun planificateur russe n'avait suffisamment calculé : des rivières. Les unités ukrainiennes avaient des ordres clairs. Chaque pont utilisable par une colonne russe devait disparaître. Des équipes de sapeurs travaillèrent dans l'obscurité. Les ponts sur l'Irpin, sur la Desna, sur des dizaines de cours d'eau plus petits tombèrent dans les premières heures. Des colonnes russes qui avançaient à 90 km/h sur des routes goudronnées se retrouvèrent soudainement devant des berges défoncées et de l'eau. Ce que les images satellites et les drones ukrainiens montrèrent ensuite fit le tour des états-majors occidentaux en quelques heures. Les colonnes ne bougeaient plus. Pas parce que les ponts étaient trop étroits, parce que personne n'avait regardé ce qu'il y avait sur l'autre rive, parce que la reconnaissance n'était pas allée assez loin en avant, parce que les véhicules qui auraient pu aller assez loin en avant n'existaient pas ou n'avaient pas été engagés. Une rivière de 50 mètres de large arrêta une brigade blindée pendant des heures. Dans les états-majors français, les officiers regardaient ces images avec une reconnaissance immédiate, pas de la satisfaction, de la reconnaissance, au sens propre. Ce scénario, ils l'avaient étudié, pas sur l'Ukraine, sur le Rhin, sur la Weser, sur l'Elbe. C'était exactement le problème pour lequel la Bundeswehr avait construit le Luchs 30 ans plus tôt. Et c'était exactement le problème pour lequel personne n'avait de solution en février 2022. Un officier de liaison français, affecté à un état-major allemand, posa la question par liaison sécurisée. «
Vous avez un véhicule qui peut franchir une rivière sans pont et opérer 72 heures sans ravitaillement? La réponse arriva en moins d'une minute. Non. Fait marquant, en février 2022, la Bundeswehr ne disposait d'aucun véhicule de reconnaissance à roues avec capacité amphibie. Le dernier Luchs avait quitté le service actif plus de 20 ans auparavant. Le programme d'étude d'une solution de remplacement existait depuis 8 ans dans un bureau d'acquisition à Koblenz, sans résultat, sans budget, sans contrat. Au moment où une guerre en Europe démontrait que la reconnaissance amphibie pouvait décider du sort d'une brigade, la Bundeswehr n'avait pas l'outil pour cette mission. L'armée française non plus. Ce qui suivit fut la Zeitenwende. Le 28 février 2022, le chancelier Olaf Scholz prononça devant le Bundestag un discours sans précédent dans l'histoire de la République fédérale. 100 milliards d'euros de fonds spéciaux. La Bundeswehr devait redevenir capable de combattre. Les lacunes capacitaires devaient être comblées. Dans les bureaux d'acquisition, des officiers commencèrent à dresser des listes. En France, la réponse prit une forme différente mais parallèle. La loi de programmation militaire jusqu'à 2030 prévoyait une augmentation significative du budget de défense. Le programme EBRC Jaguar était en production. Les livraisons avançaient, moins vite que prévu, mais elles avançaient. Le Jaguar ne nageait pas. Cette réalité n'était pas cachée. Elle figurait dans les documents techniques. Elle était connue des planificateurs. Et elle était acceptée, parce que la doctrine prévoyait d'autres moyens pour franchir les obstacles hydrauliques. Lesquels exactement restait une question dont la réponse n'avait pas changé depuis 2003. D'autres moyens, non précisés, à définir selon la situation. Puis l'Ukraine enseigna une deuxième leçon, plus complexe que la première. Dans la 3e année de guerre, les unités de reconnaissance ukrainiennes avaient développé des méthodes que les observateurs militaires occidentaux n'avaient pas anticipées. De petits groupes, loin en avant, sans véhicules visibles sur les images de drones. Des hommes qui marchaient, se dissimulaient, opéraient pendant des jours sans liaison. Non pas parce qu'ils avaient une meilleure doctrine, mais parce que tout véhicule qui se déplaçait était vu. Un drone de 300 grammes pouvait détecter, identifier et désigner un véhicule blindé à 30 km de distance. La force du Luchs, vitesse, autonomie, capacité amphibie, avait été conçue pour un environnement où le risque principal était un soldat avec des jumelles. Cet environnement n'existait plus. Dans les états-majors allemands et français, une nouvelle question émergea. Une question qui compliquait la discussion sur le Luchs d'une manière que personne n'avait anticipée. Est-ce qu'un véhicule de reconnaissance à roues qui nage est encore le bon outil dans un environnement saturé de drones? La réponse n'était pas claire. Elle ne l'est toujours pas. Ce qui était clair, les deux armées devaient répondre à une question qu'elles auraient dû poser en 2001, dans un environnement où les exigences évoluaient plus vite que les processus d'acquisition ne pouvaient réagir. 20 ans de pause n'avaient pas seulement fait disparaître une machine, ils avaient fait disparaître le savoir institutionnel nécessaire pour penser correctement le problème. Les officiers qui avaient servi sur le Luchs étaient à la retraite. La doctrine qui avait grandi autour de lui était dans des dossiers. Et l'industrie qui l'avait construit avait développé ses capacités dans d'autres directions. Le fonds spécial pouvait fournir de l'argent. Il ne pouvait pas rembobiner 20 ans. Et pendant que des groupes de travail se réunissaient à Koblenz et que des planificateurs français évaluaient les options pour une éventuelle capacité amphibie future, dans une caserne de Basse-Saxe, un Fennec s'arrêtait au bord d'un cours d'eau lors d'un exercice de reconnaissance. L'équipage nota la contrainte, continua l'exercice sur les axes qui ne nécessitaient pas de franchissement. Ce réflexe, noter la contrainte, contourner, continuer, était devenu si naturel que personne dans l'unité ne le percevait plus comme un problème. C'était simplement la façon dont on travaillait avec le Fennec, comme c'était simplement la façon dont on travaillait avec l'AMX-10RC, comme c'était simplement la façon dont les deux armées avaient appris à ne plus poser certaines questions. La question reviendrait, elle revenait déjà. Ce qui se passerait ensuite, ou ne se passerait pas, allait déterminer non pas si les deux armées avaient appris la leçon du Luchs, mais si elles savaient encore quelle leçon c'était. À l'automne 2024, un officier de l'école de guerre à Paris présenta devant un groupe d'officiers supérieurs une étude de cas sur les lacunes capacitaires dans les armées occidentales. Il ne commença pas par une diapositive, il commença par une question. Quel véhicule de l'armée française est aujourd'hui indispensable, éprouvé, irremplaçable et sera introuvable dans 10 ans parce que personne ne pose aujourd'hui la question de ce qui se passe quand il disparaît? La salle resta silencieuse. Pas parce que personne n'avait de réponse, parce que chacun savait que la réponse était inconfortable,
et qu'elle ne concernait pas un seul système, mais plusieurs. L'officier attendit. Puis il cita un nom, pas comme réponse, comme exemple. Le luxe. Ce qu'il décrivit dans les 20 minutes suivantes n'était pas l'histoire d'un véhicule allemand. C'était la description d'un mécanisme, le mécanisme par lequel une démocratie démantèle en temps de paix des capacités militaires sans s'en apercevoir, et les cherche en temps de crise sans les trouver. Le luxe n'était pas le sujet. Le luxe était la méthode. Et cette méthode était toujours active, en Allemagne et en France. Dans la même année 2024, le ministère fédéral allemand de la Défense publia son 18e rapport sur l'armement. 19 projets prioritaires, hélicoptères, défense aérienne, véhicules de transport, artillerie. Le fonds spécial de 100 milliards d'euros était déjà largement engagé. Dans aucun des 19 projets ne figurait un véhicule de reconnaissance amphibie à roues. En France, la loi de programmation militaire jusqu'à 2030 prévoyait la montée en puissance du Jaguar. Les livraisons progressaient. Le véhicule était moderne, numérisé, bien armé. Il représentait une amélioration réelle par rapport à l'AMX-10RC pour la plupart des missions de reconnaissance. Il ne nageait pas, et aucun programme en cours dans aucun des deux pays ne prévoyait, dans les 5 années suivantes, un véhicule de reconnaissance à roues capable de franchir un cours d'eau sans pont. Fait marquant, plus de 20 ans séparent le dernier luxe opérationnel du moment présent. En 2024, aucun pays de l'OTAN ne dispose d'un véhicule de reconnaissance à roues avec propulsion amphibie en service actif. La lacune que l'Allemagne a ouverte en 2003 s'étend à l'ensemble de l'Alliance occidentale, et aucun programme d'acquisition en cours ne la comble dans les 5 prochaines années. Ce fait n'apparaît dans aucun communiqué de presse. Il n'a pas de porte-parole, il n'a pas de lobby, parce qu'une capacité absente ne génère ni commande de réparation, ni plainte des unités, ni pression politique. Elle génère du silence. Et le silence dans les processus d'acquisition ressemble exactement à de la satisfaction. Le deuxième conflit invisible était plus complexe. L'Ukraine n'avait pas seulement montré ce qui manquait, elle avait montré que la question elle-même avait changé. Un véhicule qui nage et se déplace rapidement est une cible visible sur un champ de bataille saturé de drones. La doctrine ukrainienne de reconnaissance en 2024 ne ressemblait plus à la doctrine allemande de reconnaissance des années 80. Elle ressemblait à quelque chose que personne n'avait vraiment anticipé. Des hommes à pied, sans véhicule, opérant dans des fenêtres entre les cycles de drones. Dans les deux états-majors circulaient des concepts en réponse. Des systèmes non habités envoyés en avant qu'un véhicule habité franchisse le cours d'eau. Des technologies de masquage réduisant les signatures thermiques et électromagnétiques. Des horaires d'opération modifiés, la nuit plutôt que le jour, le mouvement dans les intervalles. Aucun de ces concepts n'était en production en série. Aucun n'avait de contrat d'acquisition. Et tous supposaient qu'un véhicule habité devrait quand même être présent. Parce que les systèmes non habités ne peuvent pas évaluer une situation tactique qui n'est pas entièrement visible sur un écran. Le véhicule qui nage reste nécessaire. Il est seulement plus difficile à concevoir qu'en 2001, parce qu'il doit maintenant aussi être difficile à détecter. Deuxième fait marquant, le musée des blindés de Saumur conserve des véhicules de toutes les époques de l'histoire militaire française. À Münster, en Allemagne, l'un des derniers luxe opérationnels est exposé au public. La plaque indique l'année de construction et l'année de retrait du service. Rien sur le fait que le problème pour lequel il avait été construit reste sans solution. Rien sur le fait que sa succession est discutée depuis plus de 20 ans sans résultat. La machine est dans le musée, la question est dans un bureau. Pour un visiteur français qui a servi sur le Rhin dans les années 80, ce véhicule n'est pas une pièce de musée, c'est la machine qui protégeait son flanc et qu'on a détruite pendant qu'il regardait ailleurs. En 2024, la France commandait le groupement tactique multinational en Roumanie. L'Allemagne commandait le groupement tactique en Lituanie. Les deux alliés étaient sur le flanc est de l'OTAN, sur des positions réelles, avec des missions réelles. Les cartes sur les tables de commandement montraient les mêmes types d'obstacles qu'en 1987 sur le Rhin. Les rivières de Pologne, des pays baltes, de Roumanie posaient les mêmes questions tactiques. Et les deux armées arrivaient sur ces positions avec le même angle mort. Un gestionnaire de programme qui participait aux discussions sur les capacités futures formula la situation sans détour. On développe aujourd'hui les spécifications d'un véhicule qu'on aurait dû garder il y a 20 ans.
Et on le fait dans un environnement industriel qui a réduit ses capacités dans ce domaine pendant ces mêmes 20 années. Ce n'était pas de l'autocritique, c'était un constat. L'officier de l'école de guerre termina sa présentation sans conclusion. Il posa seulement une dernière question, pas au groupe, dans la salle. Le Jaguar ne nage pas, le VBCI ne nage pas. Si les rivières de Pologne deviennent ce que le Rhin était en 1980, qu'est-ce que la France enverra en avant? Et qui, dans cette salle, posera cette question assez fort pour qu'elle reçoive une réponse avant que la réponse soit trop tard? Écris ta réponse dans les commentaires, pas comme spéculation, comme conviction. Si cette vidéo t'a intéressé, mets un like, partage ton opinion dans les commentaires et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun prochain épisode. Dans la prochaine vidéo, nous racontons l'histoire du Kanonen Jagdpanzer, un chasseur de chars que l'Allemagne a développé, cédé à ses alliés et que l'Ukraine cherche aujourd'hui désespérément.